Le monde au temps de la Belle Époque. Les 30-40 ans qui précèdent la Grande Guerre 1914-1918 sont pour l'Europe une période historique contradictoire. D'un côté, elle est encore au centre des équilibres mondiaux et vit une phase de grands progrès scientifiques et technologiques, dont on a déjà longuement parlé. De l'autre côté, des puissances extra-européennes, telles que les États-Unis ou le Japon, vont s'affirmer, en déterminant ainsi, au fur et à mesure, la fin de l'hégémonie européenne. L'Empire austro-hongrois, austro-hongarico, et l'Empire russe sont en pleine crise, tandis que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni iniziano, une politique de réarmement, riarmo, qui les amènera au premier conflit mondial. Cette période, inquiète mais très animée, a été nommée la Belle Époque pour souligner notamment le contraste avec la catastrophe de la Grande Guerre. Maintenant, on va s'occuper de la France. En France, aux années 1880, donc on fait un saut en arrière de quelques décennies, le renforcement des institutions républicaines s'est accompli par le biais signifie per mezzo, du culte de la patrie, qui est inculcato, à travers l'éducation des masses et la publication de manuels scolaires qui célèbrent la grandeur, c'est un mot-clé, la grandeur du pays. En outre, la voie du progrès, de l'évolution sociale empreinte, intrisa, de positivisme et de scientisme aboutit à une vision anticléricale de la société. Anticlérical, c'est un autre mot-clé, dans ce cas-là c'est un adjectif qui signifie contre l'Église. De plus en plus hostile à la pensée catholique et aux institutions religieuses. Ces instances convergent dans les réformes introduites par les républicains modérés. Institution de l'école primaire gratuite, laïque et, disons, de façon un peu cachée, anticléricale, et surtout obligatoire. Introduction de la liberté de presse, de réunion et de la liberté syndicale. Cependant, de graves scandales de corruption, on est toujours aux années 1880, traversent le Parlement. De plus, la politique coloniale ne séduit pas les masses, qui se penchent plutôt sur un sentiment revanchiste. Di rivincita, revanchista, è un aggettivo che esiste anche in italiano. Di rivincita per cosa? Per la sconfitta di Sedan nella guerra franco-prussiana. Donc un sentiment revanchiste et anti-allemand, entretenu d'ailleurs par le culte de la patrie inculqué à l'école. Pour couronner le tout, sur le plan économique, c'est l'époque de la Grande Dépression. C'est l'occasion propice pour l'affirmation de l'homme fort, incarné par la figure du général Boulanger, qui menace sérieusement la stabilité de la République en 1889. Aux années 1890, les républicains reprennent le contrôle, mais la crise boulangiste du général Boulanger a fait émerger un type de nationalisme qui s'éloigne du patriotisme républicain, bien qu'il lui soit de quelque sorte apparenté, anche se in qualche modo gli è imparentato. No? Réactionnaire, donc il s'agit d'un nationalisme de type réactionnaire, antiparlementariste, antisémite, exaltant la figure de l'homme d'autorité. Et on n'est que aux années 1890. On est 50 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Ce nationalisme va trouver un champ, un campo d'expression avec l'affaire Dreyfus. En 1894, ce militaire alsacien d'origine juive est injustement accusé d'espionnage et condamné
pour avoir fourni des documents confidentiels à l'Allemagne. Il concentre ce nationalisme sur sa personne, ou mieux, Dreyfus, il concentre, excusez-moi, sur sa personne les craintes, les paure, liées à l'antisémitisme diffus de cette fin de siècle. En effet, la France était l'un des pays les plus antisémites d'Europe. Et les premiers théoriciens de l'antisémitisme, ce sont des Français. Un nom surtout, sur tous, celui de Gobineau. Peu à peu, des voix dissidentes se font entendre pour contester la culpabilité de Dreyfus, car malgré la découverte du vrai coupable, l'armée refuse de revenir sur le jugement. La France est déchirée par l'affaire. Émile Zola publie « J'accuse », une lettre ouverte en faveur de Dreyfus dans le journal L'Aurore. Le militaire alsacien ne sera acquitté, scagionato et blanchi qu'en 1906. Et donc l'affaire Dreyfus dure au total 12 ans. 12 ans d'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est très important là, parce qu'elle provoque par réaction un renforcement des républicains radicaux de gauche qui constituent un gouvernement de coalition ouvert aux forces socialistes en 1902. Ceux-ci entament, avviano, une politique de laïcisation encore plus radicale. La presse catholique ayant contribué, selon eux, à exacerber l'antisémitisme. Les associations religieuses sont exclues de la loi sur la liberté d'association. L'approbation de la loi sur la séparation des églises et de l'État, 1905, révoque le concordat signé un siècle auparavant par Napoléon Ier Bonaparte et le pape. De nombreuses congrégations sont dissoutes, sono sciolte, et l'Église est considérée comme toute autre forme d'association privée. Les mêmes actions de force sont entreprises pour éliminer l'influence de l'extrême droite, dissolution de ces organisations et épuration, purga, de l'armée, des éléments extrémistes. Donc, les gouvernements de gauche, où, entre autres, l'on trouve des figures éminentes telles que le socialiste et pacifiste Jean Jaurès et le chef du gouvernement Georges Clemenceau, en dépit, a dispetto, nonostante, più genitivo, sì, vabbè, più complemento di specificazione, en dépit des tentatives de réforme, donc les gouvernements de gauche, en dépit des tentatives de réforme, ne réussissent pas à faire face aux inégalités sociales entre le prolétariat et les colosses industriels et banquiers. Après tout, c'est l'époque du libéralisme, du capitalisme, et c'est l'époque d'aujourd'hui aussi. Au contraire, ils exercent, les gouvernements de gauche, ils exercent parfois une politique répressive à l'encontre des syndicats et des associations ouvrières qu'ils devraient de quelque sorte représenter. En revanche, malgré l'existence des pacifistes tels que Jean Jaurès par exemple, il semble, toujours les gouvernements de gauche, plutôt intéressés à former des alliances politiques anti-allemandes. Et en effet, après une longue série d'accords bilatéraux, accordi bilaterali, cioè accordi tra due partner, on parvient en 1907 à la triple entente, la triplice intesa. France, Grande-Bretagne et Russie. C'est très, très, très important parce que ce sera l'une des formations de la Grande Guerre. Les conflits sociaux, jamais recomposés au fil de la première décennie du siècle, provoquent une rupture dans la coalition républicaine et, par conséquent, l'affirmation en 1912, donc 2 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1912, l'affirmation des forces modérées de droite, guidées par Raymond Poincaré. Celle-ci, comme du reste tout le gouvernement des autres pays européens, vise à une politique empreinte de nationalisme,
vise à l'allongement du service militaire à 3 ans, vise au réarmement, à la modernisation de l'industrie lourde, de l'industrie pesante, de l'industrie des armements, des instruments de guerre, de tout type. Voilà. Les radicaux et les socialistes se démarquent, cioè si allontanano d'une politique qu'ils considèrent belliciste en défendant l'antimilitarisme et le pacifisme. La course aux armements, la corsa agli armamenti, c'est une expression, un autre mot-clé, on va dire, de ce chapitre, semble être freinée aux élections de mai 1914, qui donnent la victoire aux socialistes. Mais 2 mois plus tard, le vent de la guerre remettra tout en cause. Le Royaume-Uni entre conservateurs et laboristes. En Grande-Bretagne, la reine Victoria meurt en 1901, donc au début du XXe siècle, après plus de 60 ans de règne. À sa place, son fils Édouard VII, qui va régner jusqu'à 1910. Ce passage signe la fin de l'époque victorienne, qui se prolonge au fil de la seconde moitié du XIXe siècle. Les conservateurs, qui se trouvent au gouvernement au début du siècle, actent une politique modérée de réforme qui maintient les traditionnelles hiérarchies sociales. Mais la fragilité des conservateurs se manifeste quand ils proposent, en accord avec les grands colosses de l'industrie, l'introduction du tarif impérial, c'est-à-dire un impôt sur les biens, sur les marchandises provenantes des pays qui faisaient partie de l'Empire britannique, le Commonwealth. Et ce type de tarif, c'est naturellement une forme de protectionnisme à faveur des marchandises anglaises. En 1905, les libéraux, qui s'opposent au projet conservateur, gagnent le pouvoir et actent une série de réformes sociales plus incisives, comme par exemple l'introduction de la pension de vieillesse, la pensione di vecchiaia, et des formes d'assurance contre les maladies et contre le chômage. L'action des gouvernements libéraux est favorisée du poids croissant du Parti laboriste, Labour Party, né au début du siècle, qui vise à un passage graduel, pas de révolution, au socialisme d'État pour améliorer les conditions de la classe ouvrière, par exemple en nationalisant quelques secteurs de la production et des services. La nationalisation, c'est un service qui est géré par l'État, en service en particulier, que sais-je, les transports par exemple, devient un service de l'État qui relève uniquement de l'État. Relever de, je vous rappelle, signifie afferire a, fare capo a. Le gouvernement libéral trouve une opposition dans l'aristocratique Chambre des Lords. Grâce à la médiation du nouveau roi George V, qui va régner de 1910 à 1936, grâce à sa médiation, je disais, les lords sont obligés d'accepter que leurs privilèges politiques soient réduits. En particulier, ils perdent le droit de veto, il diritto di veto, sur les questions financières. Les réformes sociales ne freinent pas les turbulences ouvrières, ni le mouvement
des suffragettes. Voilà deux mots-clés vraiment importants, ou mieux trois mots-clés, c'est-à-dire protectionnisme et libre-échange. Donc, ces deux mots indiquent deux mesures de politique économique complètement opposées. Le protectionnisme veut favoriser les produits nationaux contre les produits étrangers en introduisant des impôts douaniers, dazi doganali, ou en imposant d'autres limites de quantité ou de qualité aux importations, alle importazioni. Le libre-échange a la tendance à éviter toute forme de limitation aux trafics commerciaux internationaux. D'ici, deux différentes idées du rôle de l'État dans l'économie sont issues. D'un côté, si on parle de protectionnisme, l'État joue un rôle d'intervention, interventiste. Alors que dans le cas du libre-échange, on parle plutôt d'une attitude neutrale. Le mot-clé, c'est les suffragettes. Le nom tire ses origines, trae le sue origini, de la bataille à faveur du suffrage féminin, c'est-à-dire le droit de vote étendu aux femmes aussi. Le mouvement se forme pour la première fois en Angleterre à partir de 1872 et va se renforcer grâce à un réseau d'associations et de revues. Les femmes qui font partie de ce mouvement sont surtout des femmes cultivées et déterminées. Normalement, elles proviennent de la haute bourgeoisie et elles protestent avec des actions démonstratives très efficaces. Elles se mettent des chaînes dans des lieux publics où elles pratiquent la grève de la faim ou même elles provoquent des incendies. L'Allemagne, à l'époque du wilhelminisme, de l'État guglielmine. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l'Empire allemand assume une centralité dans le vieux continent européen grâce à son incroyable développement économique. En 1890, l'empereur Wilhelm Guillaume II congédie Bismarck et il commence une nouvelle forme de politique extérieure caractérisée par une agressive Weltpolitik, politique mondiale, qui se base sur l'idée de la primauté allemande, sur le renforcement de la flotte de guerre, quindi la flotta da guerra, et sur la volonté de se tailler, di ritagliarsi, un espace plus grand dans la répartition des ressources globales, c'est-à-dire dans le domaine aussi des colonies. En ce qui concerne la politique interne, Guillaume II inaugure une phase autoritaire et personnaliste et il donne preuve de vouloir gouverner par soi-même à l'aide d'un cercle restreint de conseillers et en rendant de fait en influant la figure du chancelier. Le caractère fort et déterminé de l'empereur et la structure hiérarchique de l'État favorisent la diffusion dans la société allemande de tendances militaristes, antidémocratiques, nationalistes et il ne faut surtout pas oublier une idée déjà née au début du XIXe siècle, du pan-germanisme, la Grande Allemagne, le rêve de construire, de créer une Grande Allemagne dont les frontières sont beaucoup plus étendues par rapport à la dimension effective du pays. L'opposition plus forte
est issu du Parti social-démocratique. C'est un parti assez fort en Allemagne. Donc, la social-démocratie pouvait compter sur beaucoup d'inscrits, molti iscritti, en millions. Aux années 1910, la social-démocratie pouvait compter aussi sur des organisations solides de syndicats, d'associations ouvrières, etc., etc. Et elle avait aussi d'importants résultats électoraux. Mais son influence sur le gouvernement demeure assez limitée. Aussi parce que la constitution allemande prévoit que le chancelier doit rendre compte de ses opérations uniquement à l'empereur. Donc, si de fait le chancelier est remplacé par l'empereur lui-même, alors vous voyez que la politique et les partis politiques n'ont pas tellement d'espace dans la gestion de l'État. Quand la guerre s'approche et la propagande belliciste s'intensifie, la majorité des intellectuels allemands va soutenir la nécessité du conflit au nom du droit de la nation allemande de pouvoir affirmer son propre rôle dans l'histoire et sa propre diversité, identité par rapport à France et Angleterre. Les intellectuels, en général, finissent par influencer même les leaders social-démocratiques. Le déclin de l'Empire austro-hongrois. À la fin du XIXe siècle, l'Empire austro-hongrois n'était qu'un pâle reflet, un pallido riflesso de ses anciennes splendeurs. C'était incapable de promouvoir le développement économique et social et s'était déchiré par un conflit de plus en plus vif parmi les différentes nationalités qui le composaient. À la tête de l'Empire, c'était le vieux François-Joseph, Franz Joseph. Et dans son territoire ne manquait pas d'air industriel, d'une certaine vivacité, d'un certain dynamisme. Il y avait naturellement Vienne, Prague ou le port commercial de Trieste qui était florissant à l'époque. Mais à part ces réalités-là, dans le complexe persistait une économie agricole assez arriérée qui se reflétait dans un système politique inerte. Ce qui est plus impressionnant de la réalité de l'Empire austro-hongrois, c'est la différence énorme entre la capitale, Vienne, qui était, on peut dire, la capitale culturelle ou l'une des capitales culturelles les plus importantes au monde à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'était une concentration de musiciens, de compositeurs de grande envergure. C'était la ville de Freud, c'était la ville de grands écrivains, philosophes. Probablement, c'était l'une des villes où l'on vivait le mieux au monde à l'époque. Mais ce qui frappait, c'était justement l'écart, la différence entre Vienne et tout le reste, on va dire, ou presque tout le reste, parce qu'il y avait quand même des réalités, il y avait des réalités économiques bien, bien développées. Donc, le déclin, c'est dû plutôt à l'écart impressionnant entre des réalités extrêmement évoluées et développées, Trieste, Vienne, Prague, et des parties de l'Empire telles que la Yougoslavie ou la Galicie ou d'autres régions un peu plus périphériques. Les problèmes majeurs, comme je disais, venaient à cette époque-là des pressions autonomistes ou indépendantistes des groupes nationaux qui se reconnaissaient de moins en moins dans le centralisme impérial. Ces tendances-là concernaient surtout, mais pas seulement, les populations slaves, les Slovènes, les Croates, les Serbes, une partie aussi des Polonais, par exemple, ou des Ukrainiens, par exemple, qui n'acceptaient pas la subordination à l'Empire austro-hongrois. Dans la famille royale, une idée fait son chemin. Donc une idée fait son chemin, l'idée de la création d'un État slave à l'intérieur, dans la houlette de l'Empire, mais autonome par rapport à la Hongrie. Ce qui ne plaisait pas naturellement aux Hongrois qui, à leur tour, constituaient un royaume indépendant à l'intérieur de l'Empire. Ce projet, justement, ne plaisait pas aux Hongrois et ne plaisait même pas aux Slaves qui, désormais, voulaient une pleine indépendance. Et tout ça se place dans le phénomène de quelque chose qui ressemble le pan-germanisme,
c'est le panslavisme, donc la création, le rêve de la création d'un grand État slave des Balkans surtout, donc un État qui ne concernait pas naturellement l'Empire russe, mais allié de l'Empire russe, bien sûr. Et ce fut justement des pressions panslavistes que la Première Guerre mondiale éclata.